6e Sciences Maths. Vu les circonstances que nous vivons, j'ai un seul souci, c'est de faire transmettre la leçon de l'arithmétique et puis la travailler étape par étape par des séries d'exercices. Maintenant, nous allons passer à la notion des nombres premiers et le théorème de Fermat. Et nous allons laisser la décomposition en produits de facteurs premiers pour la fin de la partie. Maintenant, on va voir les nombres premiers. Et leurs propriétés. Tout d'abord, la définition. Un nombre P, un nombre n appartenant à Z est dit premier. Par la suite, je vais parler de n appartenant à n parce que nous avons dit que les nombres opposés ont les mêmes diviseurs. Et dit premier. Si et seulement si, il admet exactement 4 diviseurs. 4 diviseurs. Qui sont l'ensemble diviseurs de n, moins 1, 1 et n. Je répète bien sûr, il admet exactement 4 diviseurs. De ce fait, les nombres 1 et moins 1 ne sont pas premiers parce qu'ils n'ont que 2 diviseurs. Exactement, 2 diviseurs, c'est 1 et moins 1. Un nombre est dit. Définition 2. Un nombre est dit composé ou n'est pas premier si et seulement si il admet un diviseur propre. Les 4 diviseurs premiers s'appellent des diviseurs triviaux. Maintenant, on parle de diviseurs propres, c'est-à-dire D divise N et 1 inférieur ou égal, valeur inférieure stricte ou valeur absolue de D inférieure à N. Par exemple, le nombre 15 n'est pas premier parce qu'il admet un diviseur propre qui est 3, le diviseur propre 5, etc. Donc, dans ce cas-là, on a partagé tous les nombres entiers en deux genres. Soit qu'il est premier, il admet des diviseurs, 4 diviseurs triviaux qui sont moins n, moins 1 et n. Si un nombre est décomposé ou non premier, s'il admet au moins un diviseur propre. Par exemple, 9, même s'il est égal à 3 carrés, il admet un diviseur propre qui est 3. Maintenant, on va passer à caractériser ces nombres. Théorème 1. Si n appartenant à n, avec n supérieur à 2, le plus petit, le composé, on le suppose composé, le plus petit diviseur propre de n est premier. Et ça, c'est le théorème fondamental de l'arithmétique. C'est celui-là qui nous permet de décomposer n'importe quel entier en produit de facteurs premiers. Donc, le plus petit diviseur propre de n est premier, que je vais noter P. La preuve, si D divise P, et D compris strictement entre 1 et inférieur à P. C'est-à-dire, si nous supposons P non premier, il admet un diviseur propre D. Et donc, D divise P et D strictement compris entre 1 et P. Et nous avons P divise N. Cela veut dire
que P divise N et 1 inférieur à P, inférieur à D, inférieur à N. Et donc ceci implique que D divise N et D inférieur à P, inférieur à N. C'est-à-dire D divise N et 1 inférieur à D, inférieur à P, contradiction. C'est-à-dire, cela contredit le fait que P est le plus petit diviseur propre, parce qu'on a obtenu un diviseur propre de N plus petit que D. Et donc, le nombre P est, le nombre petit p est premier. Théorème. Si n appartenant à n est supérieur ou égal à 2 est composé, alors il admet un diviseur premier P tel que P carré inférieur ou égal à n. Et ça, c'est le principe du crible d'Ératosthène. C'est-à-dire, pour tester est-ce qu'un nombre est premier, il suffit de vérifier tous les nombres premiers dont le carré est inférieur à n, c'est-à-dire P inférieur ou égal à n. Et donc le pronom en général, P, c'est la partie entière de racine de n plus 1. Si tous les nombres qui sont inférieurs à racine de n est premier et qui ne divise pas n, alors le nombre n est déclaré premier. En effet, si n est composé, c'est-à-dire n'est pas premier, alors le plus petit diviseur P de n est premier, d'après le théorème précédent. Et on aura n est égal à P fois Q. Et puisque Q est un diviseur de n, alors on aura P est inférieur ou égal à Q, est strictement inférieur à 1. Et ceci veut dire que P carré est inférieur à PQ, c'est-à-dire P carré est inférieur à n. Et donc, tout nombre premier, tout nombre composé, admet au moins un diviseur premier dont le carré est inférieur à n. Sinon, si nous vérifions que tous les nombres qui sont premiers et dont le carré inférieur à n ne divise pas n, alors le nombre n est déclaré premier. Par exemple, 97 est premier. Et donc, vous remarquez que racine de 97 est inférieure strictement à 11. Et donc, on va prendre les valeurs P appartenant à 2, 3, 5 et 7. Si le nombre 97 n'est pas divisible par ces nombres-là, alors le nombre 97 sera déclaré premier. On a 97 est impair, donc il est congru à 1 modulo 2. Donc le reste est différent de 0. 97 est congru à 1 modulo 3. Parce que si vous faites la somme des chiffres, vous avez 7 plus 9 c'est 16, 6 plus 1 c'est 5, donc c'est 2, 96 c'est 1. On a le dernier multiple de 3 inférieur à 97, c'est 96. Vous avez 97 est congru à 2 modulo 5, parce que le dernier nombre qui se termine par 5 avant 97, c'est 95. Et vous avez 97 est congru à 6 modulo 7, parce que 7 fois 13, ça nous donne 91. Donc 97 est premier. Voilà. Pour le théorème que nous aurons, théorème.
l'ensemble P, l'ensemble des nombres premiers est infini. Malheureusement, c'est ça le problème qui se pose toujours en mathématiques. L'ensemble P est infini, mais on n'a pas une propriété caractéristique de ces éléments. Donc, dans cela, l'ensemble P, pour le démontrer, l'ensemble P est en nom vide, parce qu'il contient le nombre 2, le nombre 3, ainsi de suite. Et pour cela, nous allons le supposer fini. Supposons que grand P est fini. Et nous posons donc soit n son plus grand élément. C'est-à-dire n appartenant à P, et quel que soit P appartenant à P, on a P inférieur ou égal à n. Alors, considérons le nombre, soit n égale le nombre n factoriel plus 1. n factoriel, c'est n fois n moins 1 fois n moins 2 jusqu'à 1. C'est-à-dire c'est le produit des entiers qui sont compris entre 1 et n. Et comme vous le voyez, quel que soit k appartenant à l'ensemble 1 jusqu'à n, k divise n factoriel parce qu'il figure dans la liste de ce produit-là. Le nombre n n'appartient pas à P, car le nombre grand N est supérieur à n. Et donc, n n'est pas premier. Et donc, il admet un diviseur premier, lequel c'est le plus petit diviseur propre de n. On aura donc P divise n factoriel plus 1, et puisque P appartenant à P, cela veut dire les P appartenant à l'ensemble 1 jusqu'à n, cela veut dire que P divise n factoriel, et donc il va diviser 1. Or, cela veut dire que P égale à 1. Contradiction, parce que nous avons dit que le nombre 1 n'est pas premier, ou tout simplement parce que 1 n'admet pas de diviseur premier. Et donc, on a construit un élément P, voilà, donc P appartenant à P, et en même temps, il ne peut pas appartenir à l'ensemble N, c'est-à-dire P premier, et P strictement supérieur à N, contredit le fait que n est le plus grand nombre premier. Une remarque très importante et très simple à la fois. Remarque. Si P est premier, alors il existe K appartenant à n tel que P égale à 4K plus 1 ou P égale à 4K plus 3. Autrement dit, tous les nombres premiers, bien sûr supérieurs ou égal à 2, il est ou bien de la forme 4K plus 1 ou bien de la forme 4K plus 3. Il ne peut pas être congru à 0 modulo 4, sinon il serait divisible par 4. Il ne peut pas être congru à 2 modulo 4, sinon il sera divisible par 2, ce qui contredit que P est premier. Donc P strictement supérieur à 2. D'ailleurs, 2, c'est l'unique nombre premier qui est pair. Théorème. Si P et Q sont premiers et P différent de Q, alors
P et Q sont premiers entre eux. Autrement dit, deux nombres premiers différents sont premiers entre eux. La preuve, elle est très simple parce que les diviseurs de P sont moins P, moins 1, P et 1. Les diviseurs de Q sont moins Q, moins 1, 1 et Q. Et donc leur intersection, c'est-à-dire leur diviseur commun, il ne contient que moins 1 et 1. Et donc P et Q sont premiers entre eux parce que P et Q sont distincts. Deuxièmement, si A appartenant à Z et P appartenant à grand P, alors, ou bien P divise A, ou bien P est premier avec A. C'est-à-dire un nombre premier, ou bien il divise un entier, ou bien est premier avec cet entier. En général, l'intersection de A inter des P, c'est l'intersection des diviseurs de A avec les nombres moins P, moins 1, 1 et P. Donc si D divise A et D divise P, alors D, si je pose le plus grand diviseur commun de A et P, on aura D soit égal à 1, soit D est égal à P. Si D est égal à 1, alors on aura A et P premiers entre eux. Si D est égal à P, alors P divise A. Et de ce fait-là, une autre propriété, si P divise un produit à B, alors implique P, soit il divise A, ou P divise B. En général, si P divise A, c'est terminé. Si P ne divise pas A, alors P est premier avec A, avec la propriété précédente. Et donc, d'après Gauss, P divise B. Autre chose, si P divise un produit de facteurs Q1, QI, Qn, avec les QI, avec I compris entre 1 et N, sont premiers. Alors, il existe I appartenant à l'ensemble 1 de N, tel que P est égal à QI. En fait, si P est divisé Q1, normalement P égale à Q1, sinon il sera premier avec Q1. Et donc, et ainsi de suite, il va diviser au moins l'un des facteurs de ce produit-là. Voilà ce que vous devez connaître en général sur les propriétés des nombres premiers. Je suis allé un peu en vitesse parce que nous voulons arriver au théorème fondamental que nous aurons toujours à appliquer dans les exercices et qui est le théorème de Fermat. Voilà, donc je récapitule ça. Vous devez connaître un nombre premier et un nombre composé. Vérifier est-ce qu'un nombre est premier ou non, il suffit d'appliquer le crible d'Ératosthène. Deuxièmement, si un nombre est non premier, alors le plus petit diviseur propre de cet entier qui est positif est toujours premier, d'après le théorème 3. Aussi, l'ensemble des nombres premiers est infini, et voilà les propriétés les plus importantes. La forme générale d'un nombre premier impair, c'est-à-dire supérieur à 2, s'écrit soit de la forme 4k plus 1, soit de la forme 4k plus 3. Deux nombres premiers distincts, ils sont toujours premiers entre eux. Si A est un entier et P est premier, alors vous n'avez pas le choix. Ou bien P divise A, ou bien P, non, j'utilise bien sûr ici le ou exclusif. P divise A ou P premier avec A. Si un facteur P divise le produit AB, alors P divise l'un des facteurs, soit divise A, soit divise B. Si P divise un produit de facteurs premiers, alors elle est égale à l'un d'eux. Maintenant, j'ai tenu à redire ces théorèmes pour les apprendre
parce qu'ils sont très utiles malgré leur simplicité. Maintenant, nous passons à la phase la plus importante. C'est le théorème de Fermat. Et j'ai dit que je laisserai à la fin de la partie la décomposition d'un nombre en facteur de produit, d'un nombre en produit de facteur produit. Alors, le théorème de Fermat. Premièrement, nous allons avancer cette proposition. Si P est premier, avec P supérieur à 2, alors on a quel que soit K appartenant à l'ensemble 1, 2, jusqu'à P moins 1, on a K, P divise CK, P. CKP, c'est la combinaison de K à P. Autrement dit, si vous écrivez CK à P, ça va nous donner P factoriel sur K factoriel sur P moins K factoriel. Par exemple, C de 2 à 5, ça nous donne 5 factoriel sur 2 factoriel fois 3 factoriel. C'est-à-dire 5 fois 4 sur 2 factoriel, c'est-à-dire est égal à 10. Et donc, je vais ici mettre en évidence les facteurs P et K. Alors, on a CK à P égale à P fois P moins 1 factoriel sur K fois K moins 1 factoriel fois P moins 1 moins K moins 1 factoriel. C'est-à-dire, CK de K à P, c'est P sur K, et ça, c'est notre que K-1 à P-1. Donc, autrement dit, on a K fois CK-P égale à P fois CK-1 à P-1. Et donc, vous aurez P divise K fois CK à P. Or, K est compris strictement entre 1 et P. Et donc, P ne peut pas diviser K, parce que P est inférieur à K. Et puisque P ne divise pas K, alors P est premier avec K. Et donc, d'après le théorème de Gauss, on a P divise CK P. Voilà la proposition qui est la plus importante. Maintenant, si vous prenez un nombre A appartenant à Z, l'identité, la formule du binôme de Newton, CA plus 1 à la puissance P, c'est CK moins P de A à la puissance K, de K égale à 0 jusqu'à P. Alors ceci, je vais le développer. Pour K égale à P, vous aurez A à la puissance P, plus sigma de K égale à 1 jusqu'à P moins 1, de CK de P fois A à la puissance K. Si vous donnez à K la valeur 0, vous obtenez 1. Et donc, si vous passez à la congruence, vous avez CK à P de A à la puissance K est congru à 0 modulo P, parce que nous venons de voir que P divise CK P. Ceci implique que A plus 1 à la puissance P est congru à la puissance P plus 1, modulo P. Voilà la formule la plus importante. Maintenant, si vous passez au raisonnement par récurrence, on aura, comme vous le voyez, 2 à la puissance P égale à 1 plus 1 à la puissance P, c'est-à-dire est congru à 2 modulo P. Si vous faites 3 à la puissance P, on aura 1, 2 plus 1 à la puissance P. Ça va nous donner 2 à la puissance P plus 1 à la puissance P. Et donc ça va donner 2 plus 1. Plus 1, c'est-à-dire est congru à 3 modulo P.
Supposons, pour n appartenant à n, que n à la puissance p est congru à n à la puissance p modulo p. Et donc on aura n plus 1 à la puissance p égale à n congru à n à la puissance p plus 1, c'est-à-dire congru à n plus 1 modulo p. Et donc, quel que soit a appartenant à z, parce qu'on a dit les propriétés de a dans z sont les mêmes que dans n. Et donc, quel que soit a appartenant à z, a à la puissance p est congru à a modulo p. Et donc, voilà le théorème de Fermat. C'est le plus petit théorème de Fermat. Bien sûr, ce n'est qu'une implication. On ne peut pas parler si a à la puissance p congru à a modulo p. On ne peut pas dire que p est premier parce qu'il y a des nombres qui vérifient la même propriété que Fermat, malgré qu'ils ne sont pas premiers. Ces nombres s'appellent des nombres de Karr-Mikael. Mais pour le moment, le théorème de Fermat, c'est une implication. Si p est premier, avec a appartenant à z, implique a à la puissance p congru à a. Voilà, ce théorème s'applique dans cette condition lorsque vous ne savez pas est-ce que p est premier avec a ou non. Maintenant, plaçons-nous de la situation suivante. P premier et p ne divise pas a. C'est-à-dire, p est premier avec a. Et dans ce cas-là, on aura a à la puissance p congru à a modulo p, c'est la condition générale que nous avons vue. C'est-à-dire p va diviser a fois a à la puissance p moins 1 moins 1. Or, p est en premier avec a. Et donc, p divise a à la puissance p moins 1 moins 1. C'est-à-dire que a à la puissance p moins 1 congru à 1 modulo p. Voilà la deuxième application du théorème de Fermat. La première, nous l'appliquons dans le cas général, si vous ne connaissez pas de lien entre P et A. Dans la troisième, si vous savez que P est premier avec A, alors nous déduisons que A et P-1 sont premiers entre eux. Par exemple, on a 7 est premier, et on a 3 est premier avec 7 parce qu'ils sont deux nombres premiers distincts. Et donc vous avez 3 à la puissance 6 congru à 1 modulo P. Voilà le théorème de Fermat. Maintenant, nous avons l'occasion de faire des exercices d'arithmétique sur toute la partie de l'arithmétique en général. Il nous reste à voir deux situations. Tout d'abord, la décomposition en produit de facteurs premiers et puis le système de numération. Et donc, une autre série d'exercices va s'en suivre pour les nombres premiers et surtout pour l'application des théorèmes de Fermat. Bon courage, ne lâchez pas, on est toujours avec vous. Merci.